Alors, bonjour et puis bienvenue à la Bibliothèque de la Cité, donc à l'espace le 4e. On a un dispositif un peu particulier parce qu'on est à la fois donc en live stream et à la fois face au public, à vous. On est aujourd'hui donc une table ronde qui s'appelle Techno Street, malentendance et usage des technologies dans l'espace public ou dans la rue. Et c'est une table ronde qui est en partenariat avec le festival Spielact, qui est un festival sur le jeu qui se déroule en ce moment. Et en fait, on a travaillé avec le festival parce que elle avait dans l'idée de faire un hackathon autour du coup de la problématique de la malentendance dans la rue et que ça correspondait bien aussi avec notre thématique de la médiation culturelle de cette année, donc qui est Fenêtre sur rue, et autour donc de la manière dont différentes personnes peuvent percevoir cet espace-là. Et du coup, ça permet aussi de mieux comprendre les différentes trajectoires, les différentes réalités des personnes. Et c'est donc aussi en lien avec la médiation numérique aux bibliothèques municipales, en réfléchissant donc aussi aux apports que peuvent avoir la technologie dans ce cadre-là. Donc, il y a eu en fait un hackathon pendant 3 jours cette fin d'été, c'était en début septembre, à la Bibliothèque de la Cité, qui a rassemblé plusieurs participantes, que je vais citer. J'espère que je n'oublie personne, sinon vous me redirez. Donc, c'était Fadel Elmey, Bastien David, Laurent Novak, Laura Sposio, Sonia Schwertel et Alexandre Coup. Est-ce que j'oublie quelqu'un ? C'est bon. Et donc, je vais passer maintenant la parole à Laurence Dufélix, qui sera la modératrice de la table ronde de ce soir. Merci. Ah oui. Je me souviens plus de ton nom de famille, mais aussi Sabine qui est codeuse, qui va parler d'ailleurs de son métier, codeuse en LPC. Voilà. Merci beaucoup. Je vais récupérer le micro pour Sonia. Merci Cassandre. Bonjour, bienvenue donc à cette table ronde autour de la question de la surdité et de l'expérience des personnes sourdes dans l'espace public. La surdité, c'est un handicap qui peut arriver à la naissance, qui peut intervenir à la naissance, mais aussi au cours de la vie, qui peut être profond, qui peut être superficiel, partiel, total. Quoi qu'il en soit, la surdité, c'est un handicap invisible et c'est peut-être ça qui le rend difficilement transmissible aux personnes entendantes, comme c'est mon cas. Je suis une personne entendante, donc voilà, on a très envie de faire l'effort de comprendre et ça nécessite peut-être votre aide. C'est un peu dans cette idée qu'a eu lieu ce hackathon, comment faire entendre l'expérience des personnes sourdes aux entendants, comment aménager les espaces publics, scolaires, médiatiques, culturels, professionnels pour qu'ils soient plus inclusifs, et ce, peut-être grâce aux technologies récentes. Voilà les choses qu'évoque ce hackathon et puis que nous pourrons discuter ensemble ce soir dans le cadre de cette table ronde. On a entendu juste à l'instant les noms des personnes qui ont participé au hackathon. Il y avait parmi elles des artistes, des chercheurs, des chercheuses, des ingénieurs. L'installation, on peut la visiter tout au long du festival. Elle est tout près d'ici, sur la place de Lille, à côté de Bel Air. Et c'est cette installation qui sera pour nous le point de départ de notre discussion. À la fois comprendre quels ont été les débats entre les différents participants du hackathon pour aboutir à cette œuvre, à quoi ressemble cette œuvre et puis qu'est-ce qu'elle cherche à interpeller chez les visiteurs et les visiteuses. Je vous propose de commencer par une petite présentation très rapide des 4 intervenants qui sont là ce soir. Sonia Schwertel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes architecte d'intérieur et vous êtes tout fraîchement diplômée de la aide. C'est tout frais, ça date de... Juillet. Donc vraiment, voilà. À côté de vous, Fadel Elmey, vous êtes diplômé en bio-ingénierie à l'EPFL, actuellement doctorant en Allemagne. C'est ça. Bonsoir.
Et puis vous nous expliquerez un peu plus tard quels sont vos champs de recherche, plus précisément, autour de ces questions justement. À côté de vous, il y a Noa El Sadawi. Vous êtes médiatrice culturelle en langue des signes. Et puis Laurent Novak, à côté de moi, artiste, ingénieur informatique, intervenant à l'EPFL et aussi à la aide. Pour compléter cette table ronde, il y a les interprètes, Isabelle Ansermet qui est en train de signer, Michael Préquel et puis Sabine Chevalier. J'aimerais d'abord vous poser la question à vous qui utilisez les services des interprètes, que vous me présentiez les interprètes avec lesquels vous êtes et puis que vous m'expliquiez en quelle langue ils traduisent pour vous. Peut-être Noah d'abord. C'est bon. Alors le micro qui est là, c'est un micro qui permet à Sonia, je sous-titre pour les gens, ça permet ce micro à Sonia de mieux entendre. Noah, vous nous présentez le travail de vos interprètes. Oui, merci. Donc j'ai 2 interprètes présents ce soir, Michael et Isabelle. Ça me permet de suivre les échanges, donc grâce à l'interprétation en langue des signes. Ça veut dire que les interprètes traduisent vraiment l'intégralité de ce que vous dites en langue des signes. Et je peux également m'exprimer et être traduite. Repassez-moi peut-être le... Sonia ou Fadel, est-ce que vous êtes d'accord de me présenter votre interprète et de m'expliquer comment elle interprète? C'est pas le même codage, c'est pas les mêmes signes. Alors, Sabine, elle utilise le langage parlé complété. Donc, c'est un langage qui permet de compléter la lecture labiale, parce que nous, on comprend seulement, tu me dis si c'est faux, 40% de la compréhension, c'est ça? 30% de la compréhension dans la lecture labiale. Et le code permet de compléter. Par exemple, si je dis cadeau et gâteau, on voit la même chose sur les lèvres. Et le code, ça permet de différencier ces deux. Cadeau, gâteau. Et puis, peut-être, Sonia, expliquer ce que j'ai autour du cou. Ah oui, et, le micro que tu utilises, quand tu parles, le son va directement à mes récepteurs qui sont accrochés à mes appareils auditifs. Et ça me permet de mieux t'entendre, parce qu'avec les appareils, j'entends vraiment tout, les bruits autour, et ça permet de vraiment me focaliser sur ta voix. Alors, tant qu'on en est à ces dispositifs, peut-être, Fadel, tu peux nous expliquer. Toi, le micro que j'ai ici ne sert pas pour que tu entendes, mais tu as d'autres appareils pour entendre. Alors oui, moi j'ai été implanté avec un implant cochléaire qui est différent d'un appareil auditif et me permet de comprendre avec peut-être un peu mieux. Donc c'est vraiment la solution, la dernière solution pour quelqu'un qui naît complètement sourd. Il peut faire une opération de 2 heures qui lui met des électrodes et ça lui permet de récupérer une audition qui autrement n'aurait pas. Et donc je n'ai pour l'instant pas forcément besoin d'un micro, mais ça m'arrive en fait quand il y a beaucoup de bruit autour où j'ai du mal à comprendre. Et c'est pour cela que merci à Sonia, j'emprunte Sabine qui en fait pendant mon éducation à l'école je l'avais aussi comme codeuse LPC. D'accord, alors vous êtes tous les deux en connexion avec Sabine, en plus de lire sur les lèvres, c'est ça. Alors, première question, j'aimerais vous entendre tous les 4 là-dessus. Ce hackathon, qu'est-ce qui fait que vous y avez participé? Comment ça s'est passé et pourquoi vous avez été appelé pour ce hackathon? Sonia. Alors moi, c'est un ami à moi qui a partagé cette annonce sur un groupe WhatsApp pour les sourds. Et ça m'a intéressée parce que déjà, je suis architecte, maintenant je suis architecte d'intérieur, avant j'étais étudiante. Et il y a un peu d'art, j'ai fait les études quand même dans l'art. Et je me sens proche dans le monde des sourds. Et je trouvais intéressant de partager mon avis là-dessus. Ouais. Ça veut dire qu'il y a eu un appel. Il y a eu un appel, le festival Spielact a demandé, a fait un appel pour des personnes sourdes pour participer à ce hackathon. Oui. Okay. Fadel? Oui, alors en fait, moi je connais le festival Spielact
depuis sa création. Une des fondatrices de ce festival est en fait ma cousine. Et j'ai eu beaucoup de discussions avec elle sur justement le thème de malentendants, de la surdité et de mon implantation cochléaire. Et voilà, on a discuté et quand on a parlé qu'elle allait faire un hackathon sur ce thème-là, moi j'étais tout de suite très intéressé, j'ai voulu participer et voilà comment je suis là. Noah. Alors pour l'hackathon, c'est vrai qu'un peu avant, donc moi j'ai travaillé sur d'autres tables rondes, sur d'autres thèmes, notamment l'inclusion, la culture, et la directrice de Spiel Act, le nom, Amira, pardon, Amira, ouais. Elle-même était très intéressée. Vraiment, elle souhaitait que je puisse intervenir, faire part de mon expérience. Donc, elle m'a contactée, savoir si je pouvais participer à ces échanges. Elle m'a d'abord un peu expliqué en quoi consistait ce hackathon. Donc, ça m'a permis de me découvrir, oui, qu'il y avait des personnes sourdes qui participaient. Donc, l'intérêt, c'était se présenter sur deux aspects. D'abord, le groupe hackathon, que je puisse apporter mon feedback, mon feedback sur les échanges qui avaient eu lieu déjà précédemment par le groupe, peut-être compléter ou dire ce qui ne convenait pas, un petit peu donner mon feedback, mon ressenti, aussi faire participer à la recherche de mots-clés pour les aider à trouver des solutions, être vraiment dans ce partage. Et dans une deuxième part aussi, profiter de mon expérience de médiatrice culturelle, organiser précisément justement un parcours découverte avec justement le concept qui avait été pensé ici, donc où je peux profiter de donner des explications pour les personnes sourdes ou les personnes entendantes. Et en fait, profiter aussi de faire une sensibilisation sur le thème de la surdité dans ces différents espaces. Laurent Novak, je vais vous poser la même question, juste récupérer le micro. Je vais te poser, on a dit qu'on se tutoyait. Non. Alors moi, c'est beaucoup plus simple. C'est simplement la directrice du festival Amira, dont on n'arrête pas de parler, qui m'a proposé de participer. Alors moi, mon rôle, c'était quand même un petit peu plus de me mettre au service des sourds et des malentendants du hackathon. Et en plus, ça tombait très bien parce que je venais d'avoir des très très belles discussions avec un chercheur qui est dans la salle, qui s'appelle Bastien David, qui est spécialiste en langage des signes. Et j'en ai parlé à Amira, qui l'a du coup aussi invité au hackathon. Et... Pardon ? En langue des signes. On m'a dit de faire très attention et je le fais pas. Pardon. Donc, voilà, il est chercheur en langue des signes et puis du coup, ça tombait très bien. Après, moi, c'était plus, j'imagine, pour mon expérience qu'on m'a invité dans le hackathon, plus que pour mes connaissances du monde des sourds, vu que j'en avais aucune. Il faut, je crois... Je reprends ça. Je crois qu'il faut qu'un de vous quatre décrive ce qui est aujourd'hui exposé sur la place de Lille pour les gens qui ne seraient pas allés visiter, qui n'auraient pas encore expérimenté l'œuvre finale, pour qu'on sache de quoi on parle. Qui c'est qui aimerait me décrire cet objet qu'on peut aujourd'hui découvrir? Fadel, il a très envie. Ok. Bon, alors... Ah oui, pardon. Alors, je vais essayer de décrire quelque chose d'artistique à travers... Moi, je fais de la recherche et je suis assez scientifique et j'aime bien les choses... Bon, pour résumer, on a passé 3 jours à brainstormer, à mettre des mots-clés sur qu'est-ce que c'est le handicap, qu'est-ce que c'est la surdité, qu'est-ce que c'est être malentendant. Et on a dû choisir une personne cible, donc un public cible. T'es d'accord juste de décrire l'objet avant qu'on entre dans la...
avant qu'on entre dans ce qui a précédé, juste qu'on ait en tête ce cube, en fait, juste là, à quoi ça ressemble aujourd'hui, ce qu'on peut visiter. Ensuite, on expliquera comment on en est arrivé là. D'accord. Alors oui, excusez-moi, je suis parti dans des descriptions, comme je le fais souvent. Donc c'est un cube avec 2 portes et 2 personnes peuvent rentrer. Et entre les deux, il y aura un plexiglas. Et il y a un micro dans chaque côté. Donc les personnes peuvent essayer de communiquer. Et quelque chose se passera. Voilà, je vous laisse la liberté d'aller découvrir. Voilà, là, on est vraiment au cœur. Un cube en bois, un plexiglas au milieu, une personne ou plusieurs de chaque côté qui vont du coup être encouragés à communiquer à travers cette vitre et qui vont être perturbés dans leur expérience de communication. On peut dire ça. On spoile pas. Oui, c'est bien décrit. C'est bien décrit. C'est bien décrit. Alors, allons là où tu... Il y a des gens qui crient. Allons là où tu voulais aller, à savoir sur le travail préliminaire, ces 3 jours que vous avez passés ensemble, avec d'abord cette question du public cible. Est-ce que c'est le festival qui vous a demandé d'avoir une œuvre à destination des personnes entendantes, ou est-ce que c'est vous, les membres du hackathon, qui avez décidé ça? Sonia? Il me semblait que dans la description pour le hackathon, c'était pour sensibiliser les entendants de comment nous, on perçoit le son. Après, durant la réunion, le hackathon, je sais pas, quelque part, c'est comme si on redisait, ouais, on a décidé de choisir le public, les entendants. Voilà. Sur quoi ont porté les débats? Peut-être Laurent. Après, je sais pas si on peut vraiment parler de débat, mais disons... Les discussions, oui, les échanges. discussions, les échanges, c'est surtout Voilà. qu'il y avait des gens comme moi qui découvraient un peu le monde des sourds. Tu étais le seul, non? Non, on était 2 entendants, mais un des deux complètement entendants, mais un des 2 est chercheur en langue des signes et avait déjà une très bonne connaissance des sourds. Okay. Et c'est d'ailleurs lui qui, bien avant même qu'on ait connaissance de ce hackathon, m'avait un tout petit peu introduit. J'ai toujours qu'il m'a fait un cours de sociologie pour débiles, mais voilà, c'était un peu ça. Et les discussions, c'était finalement beaucoup des questions de ma part, de la part de Laura aussi, qui, bien qu'elle découvre, qu'elle a aussi un certain degré de surdité, on nous a beaucoup informés, on nous a beaucoup expliqué. Et, notre rôle à nous, surtout Laura et moi, qui étions un peu les 2 artistes du groupe, d'essayer d'en extraire un peu des idées, des propositions, tout en faisant très attention d'être en accord un peu avec les envies, parce qu'on ne peut pas nous-mêmes sensibiliser à quelque chose qu'on ne vit pas. Et ça, c'est peut-être le processus principal qu'on s'est imposé, ceux qui étaient entendants, c'était qu'on soit bien à l'écoute des envies des autres participants, parce que c'était surtout pour eux, quoi, quelque part. Et nous, ce qu'on mettait à contribution, c'était plutôt notre expérience dans le fait de créer une installation, voilà. Après, c'est rendre visible, ouais. Rendre visible. Je prends le micro. Alors du coup, je m'adresse aux personnes qui n'étaient pas entendantes et qui étaient membres de ce hackathon, donc vous 3. Qu'est-ce qui vous paraissait, qu'est-ce qui vous a paru le plus important à communiquer au moment de ces 3 jours de discussion, et au moment où vous avez conceptualisé cet objet, quelles étaient à vos yeux les priorités, ce que devait comprendre la personne qui visitait cette installation? Dans l'ordre que vous voulez. Fadel? Ouais, je peux prendre le... Alors moi, l'objectif principal, quand on a commencé, on a connu la cible,
c'était d'essayer de leur faire vivre notre vécu à travers le handicap et vraiment mettre le point sur l'importance de la communication. Qu'on soit sourd, malentendant ou pas, la communication est essentielle. Et on a ensuite, au cours du débat, découvert que chacun a un vécu différent sur la surdité. Et donc, c'était vraiment l'objectif qu'on puisse, à travers une œuvre, un peu décrire tout ce spectre de la surdité et voilà, et le faire vivre au public entendant, le faire réaliser aussi que malgré qu'on n'entend pas, qu'on soit sourd, on communique toujours. Voilà. Comment vous avez partagé vos expériences de surdité? Avec quels mots vous avez pu communiquer? Comment vous avez pu, entre vous, communiquer vos expériences de surdité? Qu'est-ce que vous avez échangé, en fait? Alors, pardon, vas-y. Durant le hackathon, Ouais. moi, ce que j'ai surtout dit, c'est que le problème par rapport à mon vécu, c'est que moi, j'ai l'air entendante parce que ça se voit pas. Quand je parle, j'ai une voix normale et puis mes appareils sont cachés. Et quand je dis aux gens que je suis malentendante, ils pensent qu'il faut juste parler plus fort. Alors qu'en fait, non, il faut articuler, me regarder en face, parler plus fort, oui. Et quoi d'autre? Parler plus lentement aussi. Être dans un endroit calme. Il y a plein de choses à faire. Et voilà, et c'est un peu ça que je voulais exprimer à travers l'œuvre d'art. Noah, sur cette question? Pardon. C'est vrai que ce projet hackathon, bon, pour moi aussi, c'était une découverte, hein, avec vous deux, avec vos vécus à vous deux qui sont très différents. Moi, j'ai grandi dans le monde des sourds, donc j'ai grandi dans la langue des signes. Je suis issu d'une famille où je suis la seule personne sourde. Les autres membres de ma famille sont entendants. Et donc, il y a différents apports, différents points de vue qui ont émergé pendant ces échanges. Mais le problème que nous retrouvons tous, c'est un problème de communication. Et c'est vrai que souvent, il y a cet obstacle-là qui revient très fort. Ça arrive qu'on ne comprenne pas, ou ça arrive que les gens, par exemple, moi, pensent que je peux parler, et c'est pas toujours évident de connecter avec les gens à cause de ça. Et il y a en plus de ça, avec le Covid, la situation s'est empirée. Et puis, on a été assez étiqueté quelque part avec un déficit de communication. Et donc, l'objectif, c'est d'essayer de faire comprendre aux personnes entendantes que c'est difficile et quelle est cette difficulté. On travaille énormément avec les yeux, c'est notre outil pour communiquer dans le monde, pour pouvoir s'intégrer. Et donc ce projet hackathon, donc quand j'ai participé à ce projet, j'ai réalisé en fait l'importance, le but c'est de faire réaliser l'importance des bruits, des lumières également au sein de ce cube. Quand les gens parlent, il y a une lumière qui vibre, et puis ça fait prendre conscience aussi qu'il existe des personnes sourdes et que souvent nous, c'est aussi un moyen qu'on utilise, simplement utiliser la lumière, l'allumer et l'éteindre pour interpeller quelqu'un. Et puis, donc, ça va faire... Vraiment, les gens vont peut-être se demander pourquoi il y a toutes ces choses à l'intérieur. Et ça va les faire réfléchir jusqu'à ce qu'ils comprennent mieux, en fait, nos spécificités à nous trois. Alors, l'expérience que vit une personne entendante quand elle entre dans ce cube, c'est que la communication verbale avec la personne qui est de l'autre côté de la vitre est perturbée par des bruits parasites. Moi, dans ma perception d'entendante basique, parce que je suis comme ce que tu disais,
non connaisseuse du monde des sourds et de la surdité, j'associe la surdité au silence et à l'absence de son. Et dans cet espace, on a au contraire, dans ce cube, un son parasitaire omniprésent qui nous complique la vie. Dans quelle mesure ça raconte bien ce qu'est la surdité pour vous? Fadel? Je vais prendre le micro. Alors, j'aime bien votre définition comme en tant qu'entendant qui n'a pas vraiment fait face à la surdité, que le premier mot qui nous vient à l'esprit, c'est silence. Alors qu'en fait, comme on a discuté du spectre, il y a plusieurs types de surdité, dont la surdité totale, où on est dans le silence, on ne porte pas d'appareil, on n'entend rien. On a la surdité liée à l'âge, où la personne qui devient âgée perd les hautes fréquences. On a la surdité congénitale, qui est mon cas, où je suis né, et ainsi que mon frère, avec une perte importante, dont j'avais une surdité sévère, sensorino-neurale, et je portais les appareils auditifs. Et donc, voilà tout le vécu que j'ai eu à travers ce port de l'appareil auditif, c'est que c'est un son qui est amplifié, où la qualité, c'est difficile de comprendre l'autre parce que tout se mélange. Dès qu'il y a un peu de bruit, dès qu'on est dans le restaurant, on ne se comprend pas. Donc on utilise beaucoup le regard et la lecture labiale. Et ensuite, à l'âge de 16 ans, j'ai été implanté avec un implant cochléaire qui remplace totalement la façon d'entendre. Mais ça reste aussi un bruit parasité. Donc l'implant cochléaire utilise des électrodes qui vont stimuler directement le nerf auditif. Et grâce à ces électrodes, une personne qui naît sourde peut entendre à nouveau. Mais encore une fois, c'est un bruit parasité. Et à travers notre œuvre, on espère vous faire aussi connaître un peu ces sensations-là, où voilà, dès qu'il y a du bruit, dès qu'il y a du monde autour, on a du mal à communiquer et on doit trouver des moyens différents de communiquer. Se regarder, parler clairement, articuler, et voilà. Je profite que tu aies le micro. C'est une question très courte. En quoi ça croise ce que tu fais comme chercheur? Alors, je vais essayer de faire court, parce que... En 3 minutes. En 3 lignes, allez. Alors, donc en ce moment, j'ai fait un doctorat, un projet de recherche après mes études à l'EPFL en bioingénierie. Je suis rentré dans mes études en bioingénierie car j'étais complètement passionné par l'implant cochléaire après mon implantation à l'âge de 16 ans, qui a honnêtement pour moi bouleversé ma vie, qui a changé ma vie. Donc j'avais Sabine qui m'aidait à l'école et petit à petit je pouvais en fait comprendre les professeurs moi-même. Donc j'ai découvert une autre vie et ça a tellement changé ma vie que j'ai voulu dédier ma vie dedans. Donc maintenant mon projet de recherche c'est sur l'implant cochléaire. Et donc par rapport au bruit parasite qu'on a parlé, donc l'implant cochléaire marche bien, mais la fonction elle n'est pas la même chez tout le monde. Donc on a une différence de performance. Donc voilà, le sujet de recherche, c'est sur améliorer la technologie. Et peut-être, moi, mon ambition, c'est d'améliorer la qualité du son, d'augmenter le nombre de canaux dans la cochlée pour qu'on puisse comprendre mieux, apprécier la musique mieux. Voilà, c'est mon sujet de recherche. Okay. Merci. Je reprends ton micro. J'aimerais vous entendre, Sonia d'abord et Noah ensuite. Après, on parlera des enjeux artistiques sur ça. Mais j'aimerais vous entendre par rapport à cette œuvre, à cette installation. Comment vous,
qui n'entendez pas, vous recevez maintenant cette installation? C'est-à-dire comment vous la percevez alors qu'elle s'adresse à ceux qui entendent? Ouais, c'est intéressant parce que tout à l'heure, je suis allée voir l'installation avec Fadel et une amie. Et bon, quand on se parlait, enfin moi j'étais dans une cabine et puis eux ils étaient dans l'autre. Et puis quand on se parlait, on se disait souvent quoi? Qu'est-ce que tu dis? et puis après, je me suis posé la question parce que nous on n'entend pas comme vous entendez. Et du coup, on se demande est-ce que les entendants ils entendent? C'est ce que nous on entend, tu vois? On se pose la même question dans l'autre sens. Ouais. Ok. Voilà. Moi, c'était super intéressant. Et Noah, même question. Comment est-ce que cette œuvre résonne pour toi? Alors, donc je l'ai vu là tout récemment. C'est vrai que j'avais pas vraiment d'a priori, dans le sens où moi on peut crier, j'entends rien. D'y aller avec deux sourds, je me dis il faudra voir, ouais, deux sourds qui rentrent dans le cube, comment ça se passe. Après, est-ce qu'on entend du bruit? Mais c'est vrai que d'avoir des personnes qui ont des appareils, c'est différent. Moi, je ne suis pas appareillée du tout, donc c'est pas la même situation. Maintenant, d'avoir une personne entendante et lui dire viens voir, est-ce que c'est vraiment comment tu entends? Moi, c'est vrai que je me rends pas compte, il y a du son ou pas, donc c'est difficile de vous répondre, je peux pas en dire plus. Mais c'est vrai que ce serait intéressant pardon, j'ai pas compris. Qu'est-ce qui serait intéressant? Peut-être d'avoir, oui, d'être dans le monde du silence, de mettre les personnes dans le monde du silence complet pour voir leur ressenti. C'est vrai que moi, j'ai grandi avec des appareils. À l'école, j'étais scolarisée avec des appareils. Et j'étais jamais bien, je comprenais jamais vraiment bien. C'était toujours du bruit, des bruits parasites. Donc c'était vraiment du bruit pour moi uniquement. Il n'y avait pas d'autre bénéfice. Et ensuite, en étant adulte, à l'âge de 30 ans, j'étais avec une personne, un homme sourd qui, lui, est vraiment totalement dans la langue des signes. Et ça m'a permis de me questionner. Est-ce que vraiment j'ai un avantage avec mes appareils ou pas? Et c'est vrai que j'ai essayé de les enlever, de vivre sans. Et je me suis rendu compte que vraiment, je n'en avais pas besoin. Alors, je respecte totalement les autres personnes sourdes, malentendantes qui sont appareillées. Mais c'est vrai que pour moi, j'avais pas de bénéfice, c'était vraiment que des bruits parasites et j'étais pas là, c'était pas agréable, c'est des journées entières comme ça avec ces bruits dérangeants. Donc je pense que normalement on entend différemment, les entendants vont entendre différemment les bruits de voiture ou autres, ou peut-être des personnes appareillées vont pouvoir distinguer, mais moi il n'y avait pas de bénéfice. Et bon, je suis sourde profonde, donc c'est après cet objet d'art, pour moi, le bruit parasite qui est transmis à l'intérieur, je ne vais pas l'entendre. Donc, après, peut-être, il y a les questions des vibrations. Est-ce que ressentir les vibrations, est-ce que ces vibrations sont suffisantes ou pas? Parce qu'on peut ressentir les vibrations avec de la musique, des moments qu'on a un plancher en bois. Il faut que ça soit assez fort, mais après, pas trop, pour pas trop déranger non plus la perception chez les entendants. Donc, voilà, mes questionnements. Si jamais, j'aimerais juste dire un truc par rapport à la question quand tu as dit qu'est-ce que c'est la surdité? Quand tu as dit, après Fadel a répondu. Moi, j'ai eu la réflexion là-dessus parce que c'est comme si j'avais deux types de surdité. Il y a une surdité où j'ai pas d'appareil, j'entends pratiquement rien, genre 10%. Et un autre type de surdité où j'ai des appareils, j'entends toujours mal. Et par rapport à ce que Noël a dit, moi j'ai découvert le monde des sourds il y a 4 ans. Et avant ça, j'ai toujours gardé mes appareils, même à la maison et tout. Tu es aussi d'une famille de personnes entendantes, comme oui, Noah? Voilà. Et j'aimais pas aller au restaurant, parce qu'il y avait trop de bruit, je ne pouvais pas comprendre les conversations, je m'ennuyais. Et puis quand j'ai découvert le monde des sourds, j'ai enlevé mes appareils et j'adore aller au restaurant.
avec les sourds. Enfin, c'est deux choses différentes, en fait. En tout cas, l'installation que moi j'ai visitée en tant qu'entendante, elle correspond très bien à ce que Noah, tu viens de décrire de ton expérience quand tu avais des appareils. Ça veut dire que moi j'ai tenu 5 minutes et puis je suis sortie parce que c'était frustrant, parce que c'était désagréable. En fait, voilà, c'était une expérience désagréable. Laurent, j'aimerais te passer la parole pour... oui, mais d'abord, je te pose la question et après, je passe le micro. Pour savoir comment est-ce que, en tant qu'artiste, on met en image, en objet, une quête comme celle de faire comprendre au monde des entendants ce que sont les différents mondes des non-entendants. Et puis, j'aimerais que tu précises aussi la place de la lumière dans cette installation. Et je vais quand même juste profiter de rebondir sur ce qu'a dit Sonia. C'est vrai qu'on nous a parlé un petit peu aussi des gains qu'on a quand on est sourd. C'est un handicap, oui, mais il y a certains avantages. Comme Fadel qui nous racontait que quand sa mère l'embêtait et qu'elle l'appelait, bah, il enlevait son appareil et puis il était tranquille. Voilà. Donc il y a aussi... c'est difficile. On a appris surtout pour pouvoir créer l'œuvre à développer de l'empathie, déjà. Donc on nous explique un petit peu... avant de partir dans le processus de création, puis de dessiner la pièce et de réfléchir à l'expérience du visiteur, c'était déjà de comprendre. Donc, effectivement, le but, c'est pas non plus d'être ultra didactique. Bastien et Fadel, c'est des chercheurs. Leur but, c'est de comprendre. Quand ils défendent leur thèse, ils essayent d'expliquer aux gens de manière très claire comment ça marche, de simuler. Et on va peut-être créer des panneaux compliqués pour expliquer comment ça marche. Et c'était pas le but de cette installation. Donc du coup, c'était aussi de parler avec eux, vraiment parler de leur vie, parler de leur vécu, parler même d'un point de vue technique. Qu'est-ce que vous entendez? Fadel nous a fait écouter des simulations aussi sur ce qu'entend un sourd implanté. On a eu beaucoup de chance parce que Noah est intervenu et nous a parlé justement, je réponds directement à la question, de certains gestes que font les sourds, ou si moi je te le faisais, tu serais peut-être un peu... c'est-à-dire par exemple taper sur la table pour interpeller l'autre, ou venir lui tapoter sur l'épaule. Moi je fais pas ça, mes amis, ils sont pas, ou des gens que je connais peu. Faire comme ça, avoir une personne qui n'a pas notre attention et l'appeler avec la lumière, par exemple. Noah nous a expliqué que c'était très présent dans sa vie. Voilà, je veux intervenir. On avait aussi, moi j'avais des voisins qui étaient sourds, puis on voyait que quand quelqu'un sonnait à la porte, ça faisait clignoter quelque chose chez eux. Donc du coup, on a voulu un peu faire vivre cette expérience-là, mais plutôt de manière un peu évocative. Le but, c'est pas d'avoir dans le cadre d'une œuvre d'art, le but, c'est pas nécessairement d'avoir un écriteau qui explique voilà comment on entend un sourd ou on entend pas un sourd, dépendant du niveau de surdité. Voilà comment marche l'implant cochléaire. On a eu de la chance parce que pendant le processus du hackathon, on a pu apprendre ces choses-là. Mais le but, c'est plutôt de développer des sentiments, développer des émotions et pas de faire appel à l'intellect, en fait. Ou pas de manière littérale, en tout cas. Donc, je pense que le rôle de Laura et de moi-même, qui avions un peu ce rôle de directeur artistique, j'envoie des termes un peu pompeux, mais voilà, de plutôt essayer d'en extraire l'essentiel. Et c'est pour ça que finalement, cette installation, elle est quand même assez simple. Elle n'est pas très complexe. On a une espèce de parloir. On arrive, on est troublé parce qu'il n'y a pas beaucoup d'explications ou aucune explication sur ce qui va se passer. Ce qui évoque aussi, par exemple, des expériences comme nous a expliqué Fadel, qui, des fois, tout d'un coup, remarque que le train dans lequel il était repart dans l'autre sens parce qu'ils ont fait une annonce oralement pour dire que le train, en fait, il repartait. Et Sonia nous a dit aussi que c'était quelque chose qui lui arrivait et qu'on a tendance à devoir trouver l'information nous-mêmes. Tu nous avais expliqué que tu étais toujours très attentif un peu à ce qui se passait. Puis si tu vois des gens se lever, naturellement, tu allais te lever pour essayer de comprendre ce qui allait se passer. Parce qu'il y a quand même encore plein d'endroits qui sont absolument pas adaptés aux sourds. Et
on a essayé aussi d'évoquer ça de manière légère, hein, et malgré tout, les traitements qu'on fait sur le son sont quand même liés à ce que c'est qu'un implant cochléaire. Donc il y a quand même une petite dose de simulation là-dedans, mais c'est pas le but premier. Le but premier, c'est vraiment de créer. Donc pour moi, si tu dis que tu as tenu pas très longtemps dans l'installation et que tu en es ressorti, en fait, je suis content. Voilà, c'est très bien. C'est un peu pour... on n'arrivera pas, de toute façon, à faire revivre un entendant ce que vit un sourd. En tout cas, moi, j'aurais jamais cette prétention-là. Mais en tout cas, on peut essayer, en discutant beaucoup avec eux, de comprendre ce qu'ils vivent, dans une certaine mesure, parce que la grosse claque que moi j'ai subie, c'est en fait les sourds, c'est un monde. Quand Sonia elle dit j'ai découvert le monde des sourds, moi je savais pas qu'il existait le monde des sourds. Ce qui est triste, mais c'était vrai. Donc du coup là j'ai découvert que c'est des groupes. Il y a Bastien m'a parlé du fait qu'il y a des sourds qui utilisent la langue des signes, des sourds qui veulent pas utiliser la langue des signes. Il y a des sourds qui veulent être appareillés, d'autres pas. Il y a le langage parlé complété. Je ne connaissais pas l'existence de ce code. Enfin voilà, c'était pour nous, c'était surtout beaucoup. On a beaucoup appris en fait. Puis finalement, l'installation elle est assez simple parce qu'on essaie juste de donner à la pointe de l'iceberg, on va dire. Je te récupère le micro. Ah mince, c'est monté sur le micro maintenant. Voilà. Le festival Spielact réfléchit aux enjeux d'inclusion de manière globale, hein, des questions de handicap, des questions LGBT. On a pu voir le programme. Alors moi, j'aimerais vous entendre tous sur ces questions d'inclusion dans la rue, puisque c'est dans le titre de la table ronde, dans les transports, dans les formations, dans les écoles, dans les médias, dans les univers professionnels. Aujourd'hui, quels sont les enjeux? On vient de citer l'exemple du train avec des informations qui sont données uniquement par des canaux sonores. Qu'est-ce qui pourrait être développé aujourd'hui en utilisant ou non des nouvelles technologies qui puissent faciliter l'inclusion des personnes sourdes? Sonia. En vrai, l'idéal, c'est que tout le monde connaisse la langue des signes, mais c'est impossible. Vous la parlez? Oui, mais pas couramment. J'apprends encore. Je me débrouille. Je peux me discuter avec Noah. Mais c'est justement une des questions que je me posais par rapport à l'usage de la langue des signes. Je sais que par exemple le téléjournal de la RTS est signé et il en existe une version traduite en langue des signes. Et puis en préparant cette table ronde, on me dit que vous serez là et que vous parlez pas couramment la langue des signes. Alors je me dis, mais est-ce que justement proposer une traduction, une interprétation en langue des signes, est-ce que ça touche réellement toutes les personnes sourdes ou malentendantes? Est-ce que c'est vraiment la solution? Ou est-ce qu'il faudrait proposer une autre version qui soit codée, facilitée, une autre version qui soit sous-titrée, ce qui existe aussi? Le mieux, pour ceux qui ne connaissent pas la langue des signes et qui connaissent le LPC, personnellement, je préfère le sous-titre parce que c'est moins fatigant que la lecture labiale. Après, il y a des personnes qui ne connaissent pas le LPC. Donc, voilà, le sous-titre, ça résout le plus. Fadel? Après, c'est aussi la langue des signes, c'est plus une langue qui est imagée, alors que nous, on utilise plus le langage parlé complété. Ça fait partie de la langue parlée. Donc, nous, les images, on n'a pas besoin. Nous, on réfléchit avec, en parlant. Ouais. Alors, ce que je voulais dire, c'était par rapport à l'exemple du train. Et pour rebondir sur ce que Laurent disait, donc c'est pour répondre aussi à la question par rapport à comment rendre plus inclusif pour tous les spectres de la surdité. C'est difficile, car c'est vrai que dès qu'une personne naît et on découvre un handicap auditif, pour les parents, des fois, c'est un chamboulement. Ils ne savent pas, ils sont pas tout de suite informés. Mais heureusement, il y a des associations qui vont commencer à informer par rapport au langage parlé complété, à la langue des signes. Mais c'est à ce moment-là qu'on rentre entre les deux mondes.
Et donc il y a le monde des entendants et le monde des sourds. Et en fait, donc Sonia vient de découvrir le monde des sourds il n'y a pas longtemps, Laurent aussi. Et moi, j'ai été épisodiquement en fait en contact avec le monde des sourds, mais au long de mon vécu, on a favorisé pour moi en fait une éducation dans le monde des entendants, où là, on décide de favoriser le langage parlé complété, qui se base sur la langue française et qui accompagne la langue pour qu'on puisse comprendre et plus s'intégrer. Mais c'est vrai que c'était un choix qui est fait tout petit. Et aujourd'hui, en fait, j'ai le regret de ne pas parler la langue des signes. C'est un choix qui est fait par la famille, en fait. C'est un choix au début qui est fait, oui, par la famille et plutôt par la famille. Parce qu'au début, on a peut-être ce préjugé, peut-être que si l'enfant ne parle pas, il n'aura pas une vie normale. Donc c'est une peur qui, qui peut-être montre qu'on a besoin de mieux communiquer ces deux mondes. Et pour revenir sur l'inclusivité, et quel est en fait le pont entre les deux mondes. Alors, pour ceux qui parlent pas la langue des signes, pour moi, si pour revenir à l'exemple du train, si j'avais une indication qui disait écrite, voilà, le train va changer de direction, attention, sortez maintenant, voilà, j'aurais compris. Mais voilà. Noah, sur ces questions, les pistes pour une meilleure inclusivité. Il faut donner le micro à l'interprète. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte pour une meilleure accessibilité des sourds. Dans la communauté des sourds, le point numéro 1 pour nous, auquel on attache de l'importance, c'est l'utilisation de la langue des signes. On rêverait que tout le monde la parle, évidemment, c'est impossible. On ne peut pas demander aux gens de l'utiliser au quotidien, c'est pas dans leurs habitudes. Mais on peut y aller pas à pas. Et dans ces pas-là, il y a déjà le sous-titrage, par exemple. Et ça, c'est en net progrès. Alors, pour reprendre aussi l'histoire du train et de la gare, on a le même problème tous les deux, hein, en fait. C'est que moi, c'est pareil. Des fois, je ne comprends pas où il est passé le train, pourquoi il est en retard, parce que les annonces sont faites vocalement. Et s'il y avait une information écrite, un surtitrage quelque part, ça m'éviterait de passer beaucoup de temps à chercher à comprendre. Et puis, il y a différents lieux aussi qui doivent être accessibles, que ce soit les aéroports, les gares, les lieux internationaux comme ça. C'est très important qu'il y ait de l'accessibilité. L'association S5 se bat justement pour une meilleure accessibilité, va à l'encontre de différents partenaires pour proposer des outils, des moyens de la favoriser, que ce soit du sous-titrage ou de la langue des signes ou simplement un texte qui soit affiché. Donc ça, c'est en cours. Par exemple, à l'aéroport, ça avance bien. Il y a une meilleure accessibilité aujourd'hui. Bien sûr, c'est pas terminé, mais c'est en progrès. Concernant la langue des signes aussi, à la télévision, les personnes parlent évidemment. Et puis des fois, on aimerait comprendre ce qu'ils disent et on aimerait bien avoir de la langue des signes. Alors bien sûr, il y a le sous-titrage, mais le problème, c'est que pas tous les sourds maîtrisent bien la lecture. Et donc, certains n'ont pas accès grâce au texte, en fonction de leur vie, de leur éducation, de leur parcours. Certains n'ont pas appris à lire suffisamment, ne maîtrisent pas suffisamment bien le français. Donc, ce qui serait bien, c'est qu'il y ait plusieurs formules, texte, sous-titrage, langue des signes, voilà, qui est une offre un peu plus élargie comme ça, qui permette à chacun de choisir le canal dans lequel il est le plus à l'aise. Et puis en lien avec vous deux aussi, puis l'éducation familiale, bravo à vous et vos familles, parce que c'est un choix qui est difficile à faire. Quand on découvre la surdité de son enfant, c'est parfois traumatisant. C'est un choc, et puis après, il faut trouver des informations, et souvent les informations, elles ne sont pas suffisantes.
Et on a souvent des modèles de sourds qui réussissent, qui sont à l'université ou qui font des grandes études, mais ces modèles sont très peu nombreux et en fait on les voit pas souvent, ces modèles-là. Et c'est important de montrer ça pour les jeunes, pour les générations futures, qu'en tant que sourd, on peut réussir aussi, et puis qu'il y a des modèles de réussite, que c'est possible d'être sourd et de réussir. Et c'est très dur pour les parents de faire les bons choix, de choisir la bonne éducation pour proposer le meilleur avenir pour son enfant. Et souvent, il y a des mamans ma maman à moi, elle a déjà été sensibilisée au monde des sourds, et c'est ce qui lui a permis aussi de proposer cette éducation-là. Mais voilà, c'est un gros investissement de la part des familles, et il faut leur reconnaître que c'est tout à leur honneur d'essayer de faire les bons choix. Dans le titre de la table ronde, il y a le mot technologie, usage des technologies dans la rue. En fait, les technologies que vous évoquiez comme ça spontanément, c'est mettre un texte à disposition. C'est des technologies qui existaient déjà il y a 400 ans, quoi, d'imprimer un texte. Aujourd'hui, qu'est-ce que les technologies offrent comme porte, ouvrent comme porte pour faciliter l'inclusion des personnes sourdes dans la rue et dans les espaces publics? Fadel. Alors, déjà, ce que je suis en train de mettre, technologie, qui est aussi, voilà, nos générations, on a beaucoup de chance de pouvoir avoir ces micros où la communication vient directement à notre appareil. Moi, j'ai la même chose aussi pour mon implant. Et pour revenir aux technologies, je peux connecter mon implant directement à mon appareil. Donc, je peux jouer de la musique. C'est une technologie aussi qui, en fait, pour être un peu prétentieux, juste un peu, j'appelle ça l'humain augmenté. Car je peux être avec vous, mais vous ne vous rendez pas compte que je suis en train d'écouter de la musique. C'est vrai, là? Je pourrais. Je pourrais. Mais voilà, ça c'est... J'ai de la gratitude d'être en fait dans la génération actuelle, où on a accès à ces technologies-là, à l'implant, au sous-titrage. Voilà, on commence petit à petit à être dans un monde inclusif, et j'espère que ça continuera. À la fois, tu parles de monde inclusif, mais là, c'est toi qui a fait tout ce travail, cet effort, ces implants, ces heures sur une table d'opération, ces jours pour régler ce truc qui fait du bruit dans ton cerveau. La société, elle n'est pas plus inclusive. C'est toi qui fournis l'effort, c'est pas la société, là. C'est une bonne question, ouais. C'est vrai. Mais d'un autre côté, c'est un outil qui nous a été donné pour un peu pouvoir avancer, mais encore une fois, dans ce monde des entendants, pouvoir avancer dans une carrière. Mais c'est vrai que c'est beaucoup d'efforts de ma part. C'est vrai. Et dans les rêves, qu'est-ce qu'on pourrait attendre d'une société pour qu'elle fasse le travail d'inclure? C'est vrai que je me rappelle maintenant l'histoire d'enlever les appareils et d'être un peu dans ce silence. Et j'ai parlé tout à l'heure en fait avec mon père qui me disait, c'est vrai que quand on va à la piscine ou dans un milieu aquatique, on fait beaucoup plus attention à toi parce qu'on sait que tu n'entends pas. On sait que tu n'as pas tes appareils. On doit vraiment t'interpeller. C'est confortable, mais le son me manque des fois. Donc je reviens et voilà, j'aime écouter la musique, participer. Quelle piste pour que la société elle-même, qu'est-ce qu'on pourrait demander au personnel politique, par exemple, de mettre en place pour une meilleure inclusivité
technologie ou pas technologie? Noah? C'est vrai que pour améliorer l'inclusion, il y a des choses à faire encore. Pas seulement nous, il faut remonter plus haut. La Fédération suisse des sourds, elle travaille là-dessus. Elle a un gros réseau avec beaucoup d'associations membres. Par exemple, la société S5, la société de LPC, l'association de parents. Et avec l'appui de chacun, la Fédération peut favoriser, militer en faveur de l'intégration, en faveur d'une meilleure inclusion. Et au niveau politique, ils travaillent beaucoup. Parfois, il y a des statuts qui ne correspondent pas aux personnes sourdes, par exemple, qu'il faut changer. Peut-être que vous avez entendu parler aussi de cette demande de reconnaissance de la langue des signes qui doit être inscrite dans la loi, dans la Constitution. Et ça, c'est dans certains cantons déjà le cas, donc c'est un pas. Et puis ensuite, ça fait des émules souvent. Donc, par exemple, forcer à inclure la langue des signes dans les écoles, ce ne serait pas une bonne idée, mais par contre, proposer plusieurs moyens de communication le plus adapté possible, langue des signes ou autre, afin de donner un mouvement d'impulsion qui, après, fait des émules et puis qui, c'est comme des petites rivières qui font des grands ruisseaux. Mais il y a encore beaucoup de travail. Évidemment, c'est de loin pas terminé. Et pour nous, à l'avenir, en matière de technologie, bon, c'est vrai qu'il y a, grâce à la vidéo, déjà, il y a énormément de progrès grâce à la langue des signes sous format vidéo. Merci aussi au Covid, quelque part, parce que ça a permis de faire bouger les choses. Parce qu'on a manqué d'informations beaucoup. Et puis, on a pu se mobiliser. La fédération s'est aussi mobilisée pour trouver des solutions pour qu'on puisse être informés, nous aussi, en langue des signes, sous forme de vidéo de la situation sanitaire, du Covid, des répercussions, etc. Et ça remontait jusqu'au gouvernement qui a pris l'initiative de traduire sur leur site en langage simplifié et en langue des signes les informations principales. Et ça, c'est déjà pas mal, c'est un gros pas. J'espère que ça se développera encore à l'avenir. Et que ça soit, qu'on puisse nous marcher ensemble, que ce soit LPC, langue des signes, enfin tous les groupes de sourds, qu'on puisse vraiment militer pour une meilleure inclusion et puis en utilisant la technologie. Parce qu'il y a des moyens technologiques maintenant qui sont incroyables, qui font des progrès incroyables. Quand je vois les jeunes aujourd'hui avec la technologie, c'est pas le même rapport qu'on a avec la technologie. Je suis sûr qu'à l'avenir, il va y avoir des nouvelles choses. Et nous, il faut qu'on soutienne ça pour une meilleure inclusion. Pour avoir le plus d'accès à l'information possible. Et c'est vrai que dans la rue, par exemple, moi, j'entends pas, donc j'ai pas d'infos, j'ai aucune information. On parle de Techno-Street, là, s'il se passe quelque chose dans la rue, un événement, je suis pas du tout informé, je vois des sirènes, je vois des gens qui passent, mais je sais pas souvent ce qui se passe. Et puis, je pense aussi à une chose pour terminer. En Suisse, il y a déjà un beau progrès, une belle évolution par rapport à d'autres pays qui sont plus en retard, mais qui sont aussi plus en avance. Et c'est parfois un peu paradoxal parce que, en même temps, il y a aussi des freins. Il y a des choses qui sont inscrites dans la loi, mais concrètement, il ne se passe rien. Puis il y a d'autres endroits où il n'y a rien d'inscrit, mais où les choses bougent quand même. Donc, je pense qu'on a quand même la chance en Suisse d'avoir un pays qui évolue dans le bon sens. Même si c'est long, hein, ça, comme toujours. Celui-là, c'est... Laurent Novak, puisque toi, tu es ingénieur et artiste, j'aimerais aussi t'entendre sur ces enjeux de la technologie. Et aujourd'hui,
par exemple, en ayant mis en place cette structure, en ayant participé à cette structure, vous avez élaboré techniquement les uns les autres ces pistes. Est-ce que ça t'a donné, je sais pas, des impulsions, des idées, des pistes de réflexion sur ce que l'ingénieur qui est en toi pourrait mettre en place pour faciliter la vie des sourds et des sourdes? Voilà la question. Voilà. Mais Alors, peut-être à l'artiste aussi. Peut-être pas que... non, mais c'est sûr que c'est super intéressant d'avoir développé une œuvre en devant Donc, dans notre studio, j'ai avec ma partenaire, on pense pas toujours à cette question de la cible quand on crée une œuvre. On appelle ça le visiteur, et puis quelque part, c'est bon. On appelle ça le visiteur, puis c'est fini. Et en fait, c'est une preuve qu'on n'a pas... j'ai pu un tout petit peu la développer pendant ce hackathon, mais on pense pas forcément à s'adresser à un spectre un peu plus large et aux personnes handicapées. Puis, mais je vois qu'il y a des ingénieurs, parce qu'elle nous a montré aussi, Sonia, des applications qui utilisent des technologies plutôt avancées avec de l'intelligence artificielle. Bastien, il fait des recherches où on essaye automatiquement de traduire des choses en langue des signes avec des... Il m'a montré, c'est des technologies qui sont avancées. Donc, Mais on a par exemple la traduction automatique ou des choses comme ça, comme le Google Trad en langue des signes. Bastien, il y travaille en tout cas. Moi pas, mais Bastien, il y travaille avec des équipes. Alors, Bastien est chercheur, mais il y travaille avec des équipes d'ingénieurs. Après, c'est ce que ça me donne plutôt à moi, c'est un nouveau point de vue de qui pourrait recevoir ce qu'on fait plutôt. Donc j'aurais envie maintenant de me poser la question. Notre studio, on fait beaucoup, par exemple, des performances audiovisuelles. Il y a audio et il y a visuel. Alors tout d'un coup, on est déjà dans deux enjeux différents. Et puis maintenant que maintenant je connais aussi des sourds et des malentendants, ben, j'aurais envie de me poser la question, ben voilà, si je les invite à voir une installation, une œuvre qu'on a fait, comment est-ce qu'ils vont la recevoir? Et c'est sûr, dans notre processus de création, ça pourrait avoir un impact. Après, j'avoue que du côté purement ingénierie, je me suis pas encore posé la question, donc je vais pas inventer une réponse maintenant, mais... Merci. J'aimerais quand même dire que tu m'as dit avant cette table ronde que tu avais beaucoup appris aussi en tant qu'entendant du rythme de parole exigé dans le cadre d'un espace où il y a des personnes sourdes. Et par exemple, l'usage de ce micro qu'on se transmet les uns et les autres, ça, tu avais envie d'en dire quelque chose. Ça, c'est une question que j'ai envie de répondre. Donc effectivement, je fais aussi partie d'associations, d'autres groupes de personnes qui ont des débats, des discussions. Et c'est vrai que des fois, on se coupe la parole, il y a du bruit autour, on ne fait pas attention. Et là, tout d'un coup, on s'est retrouvé dans un groupe où il fallait y faire attention. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper bénéfique parce que ça force à créer de l'empathie. Quand on prend la parole, on va se poser la question, est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on me voit bien? On a eu beaucoup de chance avec Sabine qui nous a aussi beaucoup informé là-dessus et qui nous disait, bon, là, vous avez remarqué que derrière vous, il y a beaucoup de lumière, vous êtes à contre-jour et que ça, c'est très fatigant pour les gens qui vous écoutent. Alors, du coup, on a appris plein de choses comme ça. Il y a aussi autre chose, c'est que c'est très impressionnant de développer de l'empathie pour des gens comme Noah. Noah, on a un petit peu parlé. Moi, j'avais besoin de savoir un peu comment elle fonctionnait parce que elle a, si je me permets d'en parler, mais elle m'a expliqué qu'elle voyait tout en images. Et en fait, la manière dont elle réfléchit, j'arrive absolument pas à m'imaginer avoir un chemin de pensée comme elle. Et ça va tellement loin qu'elle nous a dit que, par exemple, lire, c'est quelque chose qui est fatigant. Sonia, qui doit décoder Sabine, c'est quelque chose qui la fatigue aussi. Donc, il y a une grosse notion de fatigue. Et ça, dans le processus du hackathon, il fallait vraiment qu'on en tienne compte aussi. C'est pareil pour les interprètes ou Sabine. Il y a une fatigue que nous, on vit quand même un peu moins. Ils sont tout le temps en train de traduire des choses dans leur monde à eux.
Et c'est vrai que ça a amené à un rythme et qui finalement, moi, je trouve assez bénéfique parce qu'on prenait le temps de parler. Quand c'est notre tour, il faut prendre le micro, le mettre. Les gens respectent, donc ils attendent. Et ça j'ai trouvé que c'était un gain. Ça prend un petit peu plus de temps, mais on fait pas un projet meilleur en allant beaucoup plus vite quelque part. Donc c'était peut-être ça que j'avais envie de dire. Moi, j'ai trouvé ça plutôt bien en fait. J'aimerais qu'on conclue autour de la question de l'isolement. C'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup abordé, alors que ça vient assez vite quand on lit des choses sur la surdité, le fait de s'isoler, peut-être à cause de cette fatigue que tu évoques juste à l'instant, ce besoin de se mettre en retrait, voilà, de s'isoler dans un espace plus calme, plus silencieux. C'est des choses qui vous touchent. Est-ce que vous auriez envie que la société y réfléchisse pour résoudre cette question autour de l'isolement des personnes sourdes? Sonia? Alors, moi, j'ai grandi dans le monde des entendants. J'étais dans une école normale, en primaire, collège et lycée en France. Et juste avant de découvrir le monde des sourds, je ne me suis pas rendu compte à quel point ce que j'entendais, c'était hyper bruyant, hyper fatigant. Et je me suis pas rendu compte parce que j'étais la seule sourde. Je dis sourde, mais en fait, je suis malentendante. Mais la seule sourde parmi les entendants. Et du coup, je ne pouvais pas savoir réellement qui j'étais et quel était mon problème. Et par exemple, quand j'allais à la cantine, il y avait plein de bruit. Et il n'y avait pas seulement... comment dire? Moi, je m'isolais parce que je ne voulais pas manger avec des gens, parce que je ne comprenais pas la conversation. Et je n'aimais pas me sentir seule en étant avec des gens. Je préfère être seule plutôt que de me sentir seule. Voilà. Et après, quand j'ai découvert le monde des sourds, là, je me suis rendu compte que c'était vraiment bruyant. Et c'est là que j'ai commencé à aimer le silence, contrairement à Fadel. Alors, Qui écoute de la musique en cachette. moi, j'aime bien écouter la musique avec les écouteurs que vous utilisez, le volume à fond. Parce que je trouve que ce que vous entendez, c'est beau, c'est doux. J'essaie d'imaginer comment vous entendez en multipliant par 10 mes 10% de compréhension, d'entente. Puis, quand j'ai découvert le monde des sourds et que je me suis rendu compte du bruit, là, j'ai commencé à vouloir me mettre un peu à l'écart et être dans le silence. Parce que c'était fatigant et j'aimais bien être dans le calme. Mais découvrir le monde des sourds, c'est aussi sortir d'une forme d'isolement en rencontrant des gens qui partagent votre expérience. Oui. Ouais. Pardon, tu peux répéter, s'il te plaît? Je dis découvrir le monde des sourds que Oui. tu as découvert assez récemment. Ouais, c'est en d'une- en rencontrant des personnes sourdes, signant, Mhm. Et ça te sort aussi d'une forme d'isolement, c'est ça. puisque tu peux partager avec eux et elles ton Ouais. expérience. Parce qu'avant, je me suis toujours dit, mon rêve, c'était de pouvoir communiquer en groupe. Et j'ai toujours pensé que c'était impossible, parce que j'arrivais jamais à comprendre les conversations et tout. Et quand j'ai découvert le monde des sourds, je me suis rendu compte qu'en fait, je peux communiquer en groupe, mais d'une autre façon. Et c'est là que j'ai découvert une pièce manquante de moi. Que, je sais pas, avant, je me suis toujours dit, oh, c'est moi qui fais pas assez d'efforts pour comprendre les gens, je dois essayer d'écouter et tout. Mais en fait, c'était pas ça. Il n'y a pas que moi. C'est aussi les autres qui doivent faire plus attention. Et ça, je ne savais pas. Adèle, sur cette question d'isolement. Attends. Ouais, j'ai quelque chose à dire. Alors, oui, l'isolement, c'est un très bon thème. C'est vrai que ça fait partie de notre vécu en tant que malentendant sourd. Donc moi, dans mon expérience, dans mon vécu, euh, je participais aux sorties de groupe avec mes amis. Mais c'est vrai que quand on est au restaurant, il y avait beaucoup de monde. J'avais beaucoup de mal à suivre. Donc je privilégiais plutôt les sorties en petits groupes
mais quand on est jeune, on aime bien voir tout le monde. Donc voilà, les sorties de groupe, c'était souvent le cas. Mais si je peux dire un avantage au fait d'être sourd, pour moi, c'est que c'est un bon filtre amical, en fait. Car, en fait, dès le début, vous découvrez tout de suite les amis qui font attention à vous. Donc, ils regardent si vous avez compris le prof, si vous êtes toujours là, vous avez compris la discussion de groupe. Donc, j'en ai des amis qui sont présents ici, qui font partie de ces amis que j'ai en tête. Et du coup, oui, c'est un bon filtre, mais on a besoin de se retirer de temps en temps, de s'isoler, récupérer. Et bon, on loupe ces occasions de se retrouver entre amis, mais on les retrouve différemment. Noah, la même question autour de l'isolement et ce qu'on pourrait peut-être faire pour ne pas, ne pas le subir. Alors pour moi, la question de l'isolement, c'est vrai que j'ai l'habitude depuis toute petite. Donc j'ai grandi dans une famille d'entendants. Lors des sorties avec du monde, je l'ai connu aussi. Ou dans le cadre de mon travail, je travaille dans un monde d'entendants. Mais voilà, j'ai l'habitude. J'ai pas l'impression vraiment de souffrir d'isolement dans le sens où, disons que j'ai quand même la chance de savoir me débrouiller. J'ai toujours des choses à faire. J'aime la lecture. Mais c'est vrai qu'à côté, je vais toujours aussi bénéficier de moments avec la communauté des sourds, avec des moments en langue des signes, où on se rencontre dans le cadre de week-ends, où j'ai aussi des semaines de travail intensives, où ça se passe. Je suis vraiment très heureuse aussi d'être dans ces moments avec les sourds. J'ai besoin de cette communication, mais sinon, lors de ce travail sur la langue des signes, donc ça me fait aussi du bien, ça me fait toujours du bien d'être dans ces moments en langue des signes, purement en langue des signes. Mais c'est vrai que l'isolement, moi, je peux pas dire que j'en souffre énormément parce que j'ai l'habitude, j'ai aussi la chance d'avoir une famille. C'est vrai que mes parents ont vraiment tout fait pour que je ne souffre pas d'isolement. Ils m'ont toujours encouragée, vas-y, tu peux y aller. Et c'est vrai que ça m'a aidé à toujours me débrouiller, ça m'a appris à me débrouiller. Ils m'ont toujours poussée, encouragée. Et donc dehors, c'est vrai que j'allais jouer avec les autres enfants, même s'il n'y avait pas de sourds qui étaient là dans le parc, j'allais vers les autres enfants et pour moi c'était normal d'aller jouer avec eux. C'est vrai que les enfants ne se posent pas la question de la différence au départ, c'est plus tard vers l'adolescence où il y a cette question, ah mais oui, on est différents, comme vous le disiez, quand on se rencontre, ou même avec des amis, au départ j'ai des amis entendants, et au bout d'un moment, ça passe moins bien, c'est vrai. Il y a des avantages des sourds, c'est qu'on peut effectivement choisir ses amis, faire, comme disait ce choix, et après il y a ces moments d'isolement, oui, mais il y a les autres moments. Merci. Merci tous les quatre. Moi, je vous propose qu'on s'arrête là pour notre discussion ensemble et puis qu'on passe la parole parce qu'on a un bon petit quart d'heure là à disposition pour répondre aux questions du public, soit le public présent ici, soit le public qui suit. Non, c'est pas possible. Il n'y a pas de questions qui arrivent du côté des gens qui... Mais peut-être que des gens qui maintenant auraient conscience qu'ils ont le droit de poser des questions, même quand ils suivent le live Facebook, qui ne se gênent pas pour le faire. On relaye ici les questions qui seraient posées par les gens qui nous suivent en ligne. Et puis, comment on fait? Est-ce que vous parlez fort et je redis la question, ou est-ce que je vous amène le micro? Ouais. Donc, merci pour les échanges. Pardon. On va faire, en fait, ce qu'on va faire, c'est que... Je vais remettre que je vous donne ce micro-là, comme ça, j'ai même pas besoin de tout doubler, et puis je vais me chercher. Je répète, merci à tous et tous pour vos échanges, c'était très intéressant.
Moi, j'ai une question parce que du coup, on parle de technologie. Et si demain, il y avait une nouvelle technologie qui vous permettrait d'entendre comme les entendants, est-ce que vous aimeriez l'utiliser? Et si oui, oui, et sinon, pourquoi? Voilà, est-ce que vous aimeriez, si vous avez la possibilité d'entrer dans le monde des entendants, est-ce que vous aimeriez entrer dans le monde des entendants ou rester dans le monde des sourds? Bien cette question. Très bonne question. Moi, j'ai pas Ah besoin. bah non, t'as pas besoin. Moi, j'ai grandi dans le monde des entendants. Donc, si ça existait, oui, j'aimerais bien. Mais en même temps, au fond, je suis quand même sourde. Donc, disons que j'aimerais bien utiliser cet appareil, mais aussi pouvoir l'enlever. Tu vois, être dans ces deux mondes. Parce que moi, j'aime bien le silence aussi. Je sais pas, il y a deux identités, on va dire, en moi. Voilà. Donc tu aimerais avoir l'option d'être entendant et sur un bouton redevenir malentendant. Voilà, c'est ça. Ouais. On, C'est pas off. mal. Genre si t'as pas envie d'écouter, tu dis ok, maintenant je suis malentendant. Alors pour moi, je trouve que c'est une très bonne question parce que c'est vrai que donc déjà dans ce que je fais dans mon thème de recherche, c'est un peu d'améliorer ce que j'ai déjà. Donc c'est de me rapprocher de ce qu'un entendant écouterait. Et en fait, c'est venu d'une curiosité qui est la musique. Donc voilà, les gens qui me racontent qu'ils ont la chair de poule quand ils écoutent la musique, pour moi, c'est une sensation que pour l'instant, je ne connais pas. Dès qu'il y a un orchestre, c'est trop bruyant, c'est pas de la musique pour moi. Je suis sûr que c'est de la musique pour vous. Mais voilà, c'est une curiosité dont j'aimerais bien, oui. Pour répondre, oui, j'aimerais bien écouter ce qu'un entendant écoute. Même question. Alors, pour répondre à ta question, moi, je préférais rester sourd tel que je suis. Pour moi, c'est très clair. Je me sens bien comme ça. Alors, c'est vrai que concernant la musique, j'ai pas de regrets parce que la technologie évolue beaucoup aussi. Maintenant, on a carrément des gilets haptiques qui permettent de ressentir les vibrations très fort. Et ça, c'est vraiment pas mal pour les sourds. J'ai déjà, voilà, je sais que ça existe, c'est des situations qui sont possibles. Alors, récupérer l'audition comme quelqu'un d'entendant, non, pour moi, non. Est-ce qu'il y a une autre question? Il n'y a pas d'autres questions dans la salle. Moi, j'ai une autre question du coup. Je crois que la question que vous venez de poser, elle rejoint quand même celle de la culture sourde, dont on pourrait peut-être un petit peu parler, parce qu'en fait, on la sent en filigrane des différentes réponses. Quand toi, tu dis, ça fait 4 ans que j'ai découvert le monde des sourds, c'est difficile de comprendre, mais ce monde, en fait, c'est quoi? C'est une culture. Comment toi, tu pourrais qualifier ce monde que tu as découvert? Je dis ça plus par rapport à la langue et le fait que la langue, il y a aussi des personnes sourdes avec qui on arrive à se comprendre, quels sont nos problèmes. Et quand on communique, c'est plus avec des images. Et pour moi, c'est tellement facile de comprendre comme ça que par la parole. Parce qu'en entendant, moi, je dois faire beaucoup d'efforts pour comprendre. Genre, des fois, quand tu me parles, j'ai besoin de temps pour mettre en place ce que tu viens me dire. Parce que des fois, il y a des mots ou des sons que j'arrive pas à capter. Et je dois mettre la logique de ce que tu viens me dire. Et ça me prend beaucoup de temps pour réfléchir. Par exemple, une fois, j'étais à une sortie. Et on était à la cantine. Et puis, il y avait une fille qui venait de l'extérieur. Et puis, elle m'a dit, la chaise était mouillée. Et puis, moi, j'ai pris le temps pour comprendre ça. Fait que je devais choisir entre chaîne, chienne et chaise.
Après, j'y ai réfléchi, j'ai vu dehors, ok, il a plu, il y a des chaises, ok, c'est des chaises. Ouais, c'est pour ça qu'on demande souvent de parler lentement, pour comprendre. Alors que l'image, c'est vraiment, je sais pas comment on dit, la chaise est mouillée. Mouillée, on comprend en fait, direct. Noah, sur ces questions de culture sourde, c'est aussi pour ça que tu n'aimerais pas devenir entendante? C'est aussi parce qu'il y a là une réelle culture? Oui. Nous, les sourds, nous avons un monde qui est fait d'une culture, d'une histoire, l'histoire des sourds, d'une identité qui est la mienne. Et il y a du théâtre, de la poésie, de l'art, exactement comme dans le milieu entendant. Et cette communauté-là, évidemment, les entendants sont bienvenus, mais nous sommes très fiers en fait de notre langue, de la langue des signes et de l'histoire des sourds, de l'émergence de l'histoire des sourds, de la communication en langue des signes, de l'évolution aussi que l'histoire prend maintenant. L'histoire des sourds, elle n'a pas été toujours simple. Hein. Il y a eu beaucoup de combats, beaucoup d'obstacles dans le monde des sourds. Il y a tout ça, mais c'est aussi ça qui fait qu'il y a une culture. Souvent, les entendants doutent qu'il puisse y avoir du théâtre ou de la poésie en langue des signes. Et bien sûr qu'il y en a. Il y a de l'émotion, il y a de la beauté, il y a tout cet aspect visuel qu'on maîtrise si bien. Il y a toutes ces choses. Et je remercie la France et notamment l'Institut Visual Theater, l'IVT, qui a, en 1977, c'est très récent, hein, été fondé et qui a permis à nous les sourds de nous réveiller et qui nous a fait prendre conscience de l'existence de ce monde des sourds et de cette culture. Il faut savoir que la langue des signes a été interdite pendant longtemps, pendant une très longue période. Et voilà, c'est pas, on n'accuse pas l'histoire ou les erreurs du passé. Il y a eu aussi des guerres dans le monde des entendants et puis des choses injustes. C'est simplement que c'est un fait et ça nous a fait prendre conscience de notre besoin d'identité en fait. Et en Europe, c'est arrivé assez tardivement comparativement à d'autres endroits dans le monde. Et que ça soit le combat de minorités, LGBT, non-binaires, etc. On est des groupes où il y a des besoins, où il y a une histoire commune, où on partage des choses communes. Et dans le monde du handicap, c'est la même chose. Et voilà, donc l'inclusion est variable, mais chacun a besoin un peu de son monde. Et moi, c'est mon monde. Merci beaucoup. Je regarde. Ah, Sonia qui veut rajouter. Ah oui, c'était juste pour dire merci. Je voulais dire merci beaucoup à tous les quatre. J'ai l'impression qu'il y a... Ah, là-bas, il y a encore une question. Alors, très volontiers. Est-ce que... Bastien David. Avec nous, ouais. Hop. Mais restez là comme ça. Mais comme ça, vous êtes filmé. Justement. Non, j'avais une question en fait en imaginant que je n'y connaisse rien en langue des signes, en surdité. Cette conférence m'a appris beaucoup de choses. Peut-être pour les gens qui nous suivent sur le live ont peut-être envie, mais savent pas comment, ils pourraient poser ce genre de questions. Comment on pourrait s'intéresser à la langue des signes? Je suppose qu'il doit y avoir des cours, il doit y avoir des choses comme ça pour s'y intéresser. Est-ce qu'il y a des activités que moi, en tant qu'entendant, qui n'ai aucun lien avec cet univers-là, est-ce que je pourrais m'y intéresser de manière différente? Ou même, est-ce qu'il y a des cours? Comment c'est organisé? Vous avez parlé d'associations. De quoi s'agit-il? Enfin, en quelques mots. Merci. Qui répond?
Je réponds. C'est Sonia qui répond. Ah oui, c'est moi qui garde. La question, c'est Qu'est-ce qu'on Si- fait si on veut s'y intéresser et qu'on s'adresse à qui, comment, si on Ok. a envie de faire le pas, euh, ouvrir la porte. je connais pas beaucoup pour les cours de langue des signes, mais il y a souvent des cafés des signes à Genève. Avant, il y avait aussi à Lausanne. Et maintenant, en plus, il y aura même un nouveau restaurant qui va s'ouvrir qui s'appelle Vroom, V-R-O-O-M. Et je crois que ça va s'ouvrir, je sais pas, dans pas longtemps, cette année, je pense. C'est quoi des cafés des signes? Et alors, le café des signes, ça se passe dans. Ça change de restaurant, mais il y a souvent des moments où les serveurs sont sourds. Et ça permet de faire une rencontre entre malentendants et sourds, et aussi entendants qui veulent apprendre la langue des signes, ou LPC. Et Vroom organise ça. Et il y a aussi des ateliers qui donnent un cours d'initiation de langue des signes, qui dure 20 minutes. Mais ouais, ça a repris tout récemment, parce qu'avec le Covid, ça n'a pas fonctionné. Et en plus, moi, j'essaie aussi d'organiser un café des signes. Là, il y aura vendredi soir, à côté de l'installation. Je voulais aussi permettre, encourager les sourds de venir voir l'installation, même si ça concerne les entendants, mais je pense que c'est intéressant qu'ils puissent voir comment nous, on essaie de sensibiliser les entendants. Et voilà. Et aussi pour leur permettre de se rencontrer. Vendredi soir, quelle heure, quel lieu donc? Alors, c'est vendredi soir, Ouais. le 1er octobre, à 6h30 au restaurant Bongojo, à la place de Lille. Voilà. Nickel, on a pris rendez-vous. Juste devant l'installation. Question? Il faut prendre le micro. Moi aussi, j'avais une question plus tard. Ah, pardon. Alors, Le micro aussi. et puis, les deux micros. Alors, moi, j'avais une question. Ah oui. Juste le poser sur le torse. J'ai pas très bien compris, désolé. Il peut lâcher. Oui. Alors, je me posais la question, comment en fait rendre la langue des signes ou la LPC beaucoup plus accessible à des personnes souffrant d'autres problèmes, notamment je pense aux problèmes visuels ou sensoriels, par exemple aux autres handicaps, par exemple aux personnes paraplégiques qui ne peuvent pas bouger en fait les mains, etc. Ou aux personnes aveugles ou malvoyantes qui ne peuvent pas en fait voir en fait les signes. Comment rendre cela plus accessible? Parce que c'est une barrière aussi. Qui répond? Noah. Alors, hop, quand c'est Noah, c'est là. Alors oui, je peux vous répondre tout à fait. Par exemple, pour les personnes qui ont un handicap visuel, moi je connais des sourds qui ont en plus un handicap visuel et la communication se fait en langue des signes mais tactile, c'est-à-dire que la langue de signes se fait en touchant les mains, à l'intérieur de la main de la personne, ou alors dans le dos, en touchant le dos. Alors, bon, moi j'ai un petit peu oublié, mais par exemple dans le cadre des musées ou de l'art, on a des explications aussi adaptées pour les personnes sourdes malvoyantes. Et là, c'est sûr que c'est difficile avec la langue des signes tactile. Alors, on peut le faire effectivement dans le dos de la personne, en faisant un dessin comme un cadre dans le dos, et on place les éléments dans ce cadre. Et ça permet à la personne de se représenter, d'avoir une image de l'objet, de l'œuvre d'art. Donc sinon, comme j'ai dit, langue des signes tactile, donc dans les mains ou en dessinant dans le dos. Ensuite, bon, il y a différents handicaps, mais c'est vrai qu'il faut... il y a par exemple pour les personnes qui seraient autistes, on transmet aussi la langue des signes, mais
Des fois, c'est des personnes qui peuvent eux-mêmes pas s'exprimer. Donc, des fois, ça peut être une aide aussi. Ça peut être même il y a un côté thérapeutique de la langue des signes pour aider des personnes souffrant d'un handicap psychique, peut-être de pouvoir mieux s'exprimer. Il y a effectivement différents cas où la langue des signes est une aide et voilà, peut aider les personnes à s'exprimer. Il y avait donc encore une question ici. Je me mets ici du coup. Moi, j'avais une autre, je ne sais pas trop si c'est une question ou une. Enfin, c'est quelque chose que j'ai vécu. C'est que donc je fais partie d'un collectif de radio féministe. Et puis on était en lien avec le collectif féministe des femmes sourdes de Lausanne. Avec elle, on voulait justement faire une interprétation live de la radio en langue des signes française. Parce qu'on est aussi pas mal dans des thématiques de LGBT. Puis par exemple, j'ai appris qu'en langue des signes, il n'y avait pas de genre. Donc pour parler des personnes, il n'y a pas de genre. Et du coup, comment est-ce qu'on parle de personnes non-binaires ou de personnes trans, etc., en langue des signes? Et du coup, avec le collectif féministe des femmes sourdes, elle trouvait aussi intéressant de pouvoir parler de ça. Et en général, dans cette émission, on réfléchissait au langage, à la manière d'écrire aussi. Enfin, voilà. Et en fait, ça a été hyper difficile à mettre en place. On a vraiment tenté pendant 2 mois de trouver des gens. J'ai cru comprendre du coup qu'il y avait très très peu de personnes interprètes. LSF en Suisse romande. En fait, concrètement, je ne sais pas, qu'est-ce que vous conseillez pour faire ce genre de choses, pour toucher un public sourd et malentendant quand on organise que ce soit une action de médiation comme ici, mais par exemple pour la radio, voilà. Noah? Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'interprètes en Suisse romande. Maintenant, concernant des émissions de radio en direct, avec un live, l'idéal serait d'avoir des personnes sur place qui connaissent la langue des signes, qui peuvent en fait donner l'information en direct. Ça serait l'idéal. Mais bien sûr, il faut organiser ces aspects bien avant, voir qui peut organiser, qui peut ensuite faire le lien direct de par ce collectif de féministes, femmes féministes. Et à Lausanne, ce groupe, en parallèle, il y a une section de femmes sourdes qui milite également. Donc il y a effectivement un projet d'échange. Il y a un projet qui est en cours actuellement pour justement viser une meilleure accessibilité des informations en direct par le biais de la langue des signes. Et ce qui est intéressant, c'est que moi-même, j'ai appris beaucoup concernant l'aspect du genre, non binaire, la question du genre. C'est vrai que nous avons souvent l'habitude, vous avez l'habitude de dire le, la, dans votre discours tous les jours. Nous, les sourds, on n'a pas cette question genrée. On montre la personne du doigt, on la désigne. Et voilà, cette personne, mais c'est vrai que c'est quand même un avantage, la langue des signes. Donc on n'a pas, là, on est un peu soulagé de ne pas justement avoir cette question du genre. Après, on va préciser si c'est un homme ou une femme, on va le préciser. Mais de premier abord, il n'y a pas cette distinction. Merci beaucoup. Là, pour le coup, on a dépassé l'heure. Donc, il y a encore une question. Moi, je propose que... C'est pas une question. Si on fait savoir les lieux et oui. On peut apprendre à signer. Si on fait savoir les lieux où on peut apprendre à signer. Ah, effectivement. Alors, la question se pose de où on peut apprendre à coder, puisqu'on a donné les lieux où on pouvait apprendre à signer.
Est-ce que, peut-être directement, Sabine? Alors, vous pouvez aller sur le site de la Fondation Acapella. Et puis, effectivement, sur chaque canton, vous pouvez retrouver les cours de langage parlé complété. Souvent, c'est un soir toutes les 2 semaines. Sur Genève, actuellement, c'est le mardi soir. Voilà. Il y a aussi un week-end à Villars. Là, le prochain, je pense, c'est le week-end juste avant Noël, où on peut aller là-bas pour prendre les cours. Quand on est entendant aussi. Voilà. Voilà, merci d'avoir demandé cette précision. Noah? On a compris ce geste. Concernant les cours de langue des signes, il y a différents lieux. Il y a tout d'abord l'association S5 à Genève qui propose différents cours. Il y a des cours du soir ou également les cantons aussi organisent des cours. Il y a le canton de Vaud, Genève, Fribourg, le Valais, Neuchâtel également. Et la Fédération suisse des sourds propose aussi des cours avancés, des cours à distance, des cours à distance qui s'appellent Signwise, des cours donc on peut suivre à domicile. Il y a les 2 aspects proposés dans le cadre de la Fédération suisse des sourds. Voilà, donc allez sur le site pour avoir aussi les informations. Merci. Chaque fois que je reprends le micro, je dis merci. Merci à vous 4, et puis merci aussi à vous 3 pour votre travail d'interprétation. C'est vraiment efficace. Ça marche très bien. Merci au public, merci à ceux qui nous ont suivis et celles aussi qui nous ont suivis en ligne. Et puis merci d'avoir été généreux comme ça de vos expériences et de cette expérience. Le hackathon, on peut le visiter, l'installation issue du hackathon peut être visitée jusqu'à la fin du festival. Ça vaut vraiment la peine quand on est entendant surtout, puisque c'est pour les entendants et entendantes. Ça vaut la peine d'aller le voir. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.